Bonsoir. C'est bon? Bonsoir tout le monde. En speaker. Chers collègues, chers étudiants, chers amis. Donc, on va commencer aujourd'hui une série de présentations faites à l'échelle de l'Hôtel-Dieu dans un but de disséminer l'information sur plusieurs cancers, surtout durant leur jour ou leur mois de sensibilisation annuelle. Donc déjà, la direction de l'hôpital, elle a prévu un calendrier annuel qui groupe ces événements et à chaque événement, l'Hôtel-Dieu est prêt à faire une activité à la fois scientifique comme celle-ci et en même temps à la fois qui cible la grande population par des petits films et des annonces et des posters au niveau des réseaux sociaux à partir de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'est une grande expérience qu'on va mener cette année. Et le premier événement, c'est l'événement du Mars bleu. Donc, ça se passe durant ce mois, c'est la sensibilisation contre le cancer du côlon. Et ce soir, on va passer à peu près 1h30 parler de plusieurs sujets qui concernent les médecins, le comité médical, qui concernent tout ce qui est recommandations et nouveautés dans le traitement du cancer du côlon. J'ai en même temps sur l'autre bout de l'écran, Dr Khalil Hnain, qui est chef de service de la gastro-entérologie, qui va dire aussi un mot d'inauguration. Khalil Hnain, le podium est t'attend. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être co-chairman avec Dr Joseph Attan concernant la prévention du cancer colorectal. Et on avait effectué il y a 2 ans, durant cette journée, un petit message pour la prévention du cancer colorectal. Je ne vais pas trop m'attarder, mais il faut savoir que le cancer du côlon représente en fait la deuxième cause de décès chez les gens. Et actuellement, 9 patients sur 10, quand ils sont diagnostiqués précocement à un stade, un earlier stage, vont bénéficier d'une guérison. D'où l'importance d'un diagnostic précoce chez ces malades. Et on sait très bien maintenant l'importance de la colonoscopie de dépistage à partir de 50 ans. Actuellement, on en parle à 45 ans. Et si on ne peut pas faire un dépistage de masse pour des raisons financières, comme ce qui se passe en Europe, on est actuellement en train de faire le Fecal Immunochemical Test, le FIT, qu'on fait une fois par an. Pour les pays qui n'ont pas de problème économique comme l'Allemagne et les États-Unis, ils vont systématiquement à une colonoscopie de dépistage tous les 10 ans. Il faut savoir qu'il y a un groupe de personnes à risque, je pense que Dr Slim va en parler, et il y a aussi ce qu'on appelle les red flags, les signes d'alarme, où chaque personne doit être aware à propos de ces signes, c'est-à-dire la présence de sang dans les selles, les troubles du transit. Je ne vais pas faire un overlap avec Dr Slim. Je vais donc entamer ce symposium en demandant à ma collègue et amie, le professeur Rita Slim, de commencer son topo sur l'évolution et les recommandations dans le screening du cancer colorectal. Docteur Slim. Oui, bonsoir. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir pour parler du dépistage du cancer colorectal. Donc, comme Dr Hnain vient de dire, c'est le cancer, le 3e cancer le plus fréquent après le cancer du sein et du poumon. 2 millions, à peu près 2 millions de cas ont été diagnostiqués en 2020 et c'est le cancer, le second cancer le plus mortel appelé le cancer du poumon. Donc, le dépistage du cancer colorectal se définit par un processus, donc ce n'est pas un seul test.
qui va amener donc à détecter les cancers à un stade précoce et surtout les lésions précancéreuses chez des personnes asymptomatiques. Donc, on ne parle pas de tests diagnostiques et sans histoire antérieure de cancer ou de lésions précancéreuses. Donc, on ne parle pas de tests de surveillance. En général, les tests de dépistage sont comparés en fonction de critères classiques comme la sensibilité et la spécificité, mais il paraît peut-être plus opportun de les voir dans le cadre d'adhérence, de facilité d'implémentation. Tout ça dans le but d'arriver à un taux de dépistage qui est donc ciblé par un consensus national. Donc, le but du dépistage du cancer, c'est bien sûr réduire l'incidence ainsi que la mortalité du cancer colorectal. Donc, pour aboutir à ça, il faut que les tests puissent diagnostiquer des lésions précancéreuses ou bien des cancers à un stade précoce. Donc, les lésions précancéreuses sont définies par des adénomes avancés et donc qui sont responsables de 70% des cancers colorectaux et des lésions qu'on appelle les serrated lesions ou les lésions dentelées qui sont responsables de 30% des cancers colorectaux. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on voit en endoscopie, donc en haut de la diapo, on a des adénomes, donc avec différents stades de transformation, alors qu'en bas, on a des lésions dentelées. Donc, c'est des lésions plutôt planes, plus difficiles à voir que les adénomes et qui posent un challenge diagnostique. Mais avec les nouvelles technologies de chromoendoscopie, d'endoscopie focale ou bien d'endoscopie avec grossissement, on arrive à mieux diagnostiquer ces lésions. Donc, quand est-ce qu'on commence le screening? Différentes recommandations de différentes sociétés. Mais en gros, le screening doit être entamé entre 50, mais chez certaines personnes, donc surtout les personnes de race noire, on a tendance à commencer à 45 ans. Donc le screening s'étend entre 50 et 75 ans. Au-delà de 75 ans, on peut continuer à faire du screening si l'espérance de vie va au-delà de 10 ans. Quand est-ce qu'on arrête le screening? En gros, on arrête le screening au-delà de 75 ans quand l'espérance de vie devient de moins que 10 ans ou quand une personne à 75 ans a eu son processus de screening entre 50 et 75 ans et ce screening était négatif, surtout si la personne a eu une coloscopie antérieure négative. Donc, on peut proposer toujours un screening jusqu'à l'âge de 85 ans si la personne est en bon état général, elle n'a pas trop de comorbidité, elle a une espérance de vie qui est conséquente. Bien sûr, ces recommandations vont être un peu différentes en cas de présence d'histoire familiale de cancer du côlon, donc surtout notamment quand on est en présence d'un syndrome de Lynch. Donc, le dépistage va commencer beaucoup plus tôt, donc entre 20 et 25 ans. On va aussi dépister d'autres cancers qui sont caractéristiques de ce syndrome de Lynch. Et en cas d'histoire familiale sans que ça soit syndromique, on va aussi débuter à un âge plus jeune. Donc, en général, on commence à 50 ans, à 40 ans ou 10 ans avant l'âge du premier cancer familial. Et les intervalles de surveillance vont être beaucoup plus courts. Donc, quels sont les tests dont on dispose? On a des tests visuels et des tests non visuels. Donc, bien sûr, en tant que gastro-entérologue, je vais commencer par la coloscopie. Donc, la coloscopie qui a l'avantage d'être très sensible pour dépister les lésions précancéreuses ainsi que les cancers. C'est un test qui est en même temps diagnostique et thérapeutique. Et ça a été prouvé réduire le taux d'incidence de mortalité, que ce soit dans les cancers proximaux et les cancers distaux. Un des avantages évoqués surtout par les patients, c'est la nécessité de faire une préparation. Il y a des risques avec la coloscopie, mais c'est des risques pas très hauts. Surtout, les complications sont liées aux gestes thérapeutiques. Pour moi, l'inconvénient majeur, c'est que ça reste un test opérateur dépendant. C'est pour ça que les critères de qualité sont très importants à respecter quand on fait des coloscopies.
Le deuxième test, c'est la rectosigmoïdoscopie, qui est un peu tombé dans l'oubli, parce que c'est vrai, c'est un test qui nécessite moins de préparation, qui est plus rapide et tout ça, mais il a l'inconvénient majeur de ne pas voir la partie droite du côlon, qui est quand même responsable de pas mal d'incidences de cancer. Et en général, la rectosigmoïdoscopie était associée à un test de FIT. Donc, augmenter la compliance avec 2 tests, ça va devenir un peu plus difficile. C'est pour ça on ne parle plus tellement de rectosigmoïdoscopie dans le dépistage du cancer colorectal. Le coloscan, donc le coloscan est préconisé par la Société européenne de gastroentérologie comme un complément à une coloscopie incomplète. Donc, c'est vrai, on a moins de risques avec le coloscan, mais ça nécessite toujours une préparation colique. Sa sensibilité pour la détection des polypes de petite taille ou pour les polypes plans ou dentelés est très basse. Donc, ça reste un examen de choix pour certaines personnes qui n'ont pas de problème de prendre la préparation, mais qui sont concernées par les risques de complications avec la coloscopie. La vidéocapsule colique, c'est un examen endoscopique non invasif qui va éviter les risques de la coloscopie, mais son problème majeur, c'est qu'il nécessite une préparation beaucoup plus stricte que la coloscopie, qu'il n'a pas, donc la vidéocapsule n'a pas de sensibilité pour les lésions, donc sa sensibilité est très faible pour les lésions dentelées, et que jusqu'à présent, la FDA n'a pas approuvé cet examen dans la panoplie des examens de screening. Donc, il reste attirant pour certaines personnes donc, qui ne veulent pas prendre les risques d'une coloscopie. On passe au test non visuel. Donc, en premier chef de file, le FIT, donc, qui va détecter l'hémoglobine humaine dans les selles. Donc, c'est un test non invasif qui a une sensibilité pour le cancer de 79% et pour les adénomes avancés de 30%. Il est utilisé, ce test est utilisé dans les screenings programmés. Il peut aussi être utilisé dans les screenings opportuns. On va voir quelle est la différence entre ces deux types de screening. Après, la non-acceptation d'un examen par coloscopie. Son problème, c'est qu'il n'est pas sensible pour les lésions dentelées et qu'on doit assurer la faisabilité de ce test à des intervalles bien codifiés, donc chaque année. On passe au FIT, Fecal DNA Test. Donc, au FIT, on ajoute la recherche de mutation d'ADN. Donc, avec ce test, on a une sensibilité plus importante que le FIT tout seul pour les lésions dentelées de plus qu'1 cm de taille. Son majeur inconvénient, c'est qu'il a une spécificité très basse et il a un coût très élevé. Donc, il peut être attirant pour des gens qui voudraient éliminer la présence d'un cancer du côlon entre 50 et 65 ans et qui ne veulent pas faire un test invasif. Donc, si on compare tous ces tests, leur sensibilité, leur spécificité et leur taux de réduction du cancer colorectal, on voit que pour ce qui est du dépistage du cancer, tous les tests sont à peu près équivalents, mais que pour les lésions de taille de moins que 1 cm, la coloscopie reste l'examen le plus important pour détecter ces lésions. Donc, comment on va intégrer tous ces tests? On va les intégrer ou bien dans un screening programmé organisé, ou comme ça se passe en Europe et en Australie. Donc, on a une population bien définie qu'on va aborder. Donc, on va aborder toute la population. On va leur proposer de rentrer dans un processus de dépistage. On va suivre les résultats. On va réagir en fonction des résultats. Et voilà. Alors qu'on a le screening opportun, donc c'est un screening qui se passe surtout aux États-Unis. Donc, même si on a ce screening opportun, on est arrivé grâce à une grande prise de conscience du risque de cancer colorectal et grâce à la couverture par les assurances du screening,
a quand même un taux de dépistage aux États-Unis de 60%. Il faut dire que ce taux est un peu plus bas que ce qui a été convoité par les États-Unis. Donc, on espérait arriver à un taux de dépistage de 80%, mais 60% n'est pas mal du tout. Donc, dans une approche opportune, donc quand on fait un screening opportun, on peut utiliser 3 approches pour faire ce screening, mais l'approche la plus utilisée, c'est le sequential testing. C'est-à-dire, le médecin va proposer au patient qui vient chez lui un test de screening. S'il ne l'accepte pas, il va lui offrir un autre test. Et donc, ça a été prouvé que le fait d'imposer un seul examen, donc imposer uniquement une coloscopie ou donner le choix au patient, donc la compliance va être meilleure quand on implique le patient. Donc, c'est pour ça que la Multi-Society Task Force a proposé de classifier ou bien de catégoriser les tests disponibles en 3 catégories. Donc, on commence par la première catégorie. Donc, on propose au patient de faire une coloscopie. Si le patient refuse la coloscopie, on lui propose le FIT. Si le patient refuse les 2 examens de la première catégorie, on passe aux examens de la deuxième catégorie et donc ainsi de suite. Ou bien, on peut choisir de faire une approche risk stratified, c'est-à-dire, par exemple, on propose aux gens qui ont plus que 60 ans d'emblée une coloscopie, alors que s'ils avaient eu 2 ou 3 coloscopies avant, on peut leur proposer de continuer la surveillance avec des tests de FIT. Donc, qu'est-ce qui se passe au Liban? Donc, au Liban, on est dans un screening opportun. On est dans un screening opportun. On a des campagnes d'awareness qui sont aussi opportunes, je pense. On n'a pas de couverture pour aucun examen de screening. Et donc, je ne pense pas que quelqu'un a une idée du taux de screening qu'on est en train de faire. Donc, juste, je voulais faire passer un message qu'il y a en 2015, on a fait une petite enquête auprès des médecins de l'hôpital, donc pour voir un peu l'adhérence au screening. Donc, parmi 74 médecins qui étaient éligibles pour un screening, uniquement 28 médecins avaient eu ce screening. Donc, ça pourrait peut-être donner une idée du taux national, bien que je peux me tromper, parce qu'on est dans un setting qui est un peu différent de toute la population. Donc, c'est des médecins, donc l'awareness, elle est là, mais les barrières sont peut-être un peu différentes que par rapport à une autre population. Donc, mais ça quand même, ça donne une idée un peu du screening. Donc, je vais finir avec donner quelques idées qui ont quand même fait évoluer les programmes de screening un peu partout dans le monde. Et donc, il faut peut-être qu'on soit convaincu que le meilleur test peut être le test qu'on peut faire, que les patients sont des partenaires actifs dans la prise en charge dans l'institution de n'importe quel processus de screening, mais à condition d'identifier les barrières et les facilitateurs, d'apporter l'aide logistique nécessaire à l'introduction du patient dans ce processus de screening, que les primary care physicians doivent être les défendeurs et c'est-à-dire les défendeurs de n'importe quel programme de screening, qu'on doit développer et organiser mieux des campagnes d'awareness qui peuvent toucher toute la population ciblée, un peu partout dans le pays, et qu'on doit intégrer des tests non invasifs, mais à condition de relever le défi de suivre ces tests non invasifs, d'assurer qu'ils soient pérennes, c'est-à-dire d'assurer l'intervalle de surveillance qu'il faut, et en cas d'un test positif, faire suivre ce test positif d'une coloscopie diagnostique et ou thérapeutique. Donc, à ce moment, il faut assurer des coloscopies de haut niveau, de haute qualité, et ça, c'est très important, donc, d'assurer tous les critères de qualité d'une coloscopie.
Le futur va être pour un test idéal, non invasif, qui pourrait donc screener toute la population. Probablement un test sanguin parce que c'est un test qui est le plus accepté parmi les gens, qui va avoir une haute sensibilité, haute spécificité pour dépister un cancer ou une lésion précancéreuse qui risque de devenir un cancer prochainement, avec un coût qui est bas, qui n'est pas opérateur dépendant. Donc, on lui demande trop à ce test, mais peut-être qu'on va y arriver là. Une autre avancée serait d'avoir des outils d'évaluation de risque qui vont incorporer tous les facteurs de risque de développement d'un cancer colorectal. Et en fonction de cet outil, on pourra matcher le patient au test de screening approprié. Donc, pour résumer, il n'y a pas de problème. Tout le monde connaît qui il faut screener. On a des tests de screening disponibles. Il faut donc matcher la population avec les tests. Et je pense qu'il faut progresser vers un screening programmé au niveau de tout le pays. Je vous remercie. Merci. Merci, Dr Aslim, pour cette présentation claire et précise. Effectivement, chose importante, c'est l'implication du malade et du choix du test avec l'importance, comme tu l'as dit, des campagnes d'awareness chez les gens. Et il faut savoir qu'on a une panoplie de tests quand même et que ces tests vont être complémentaires. Les tests vont être complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Un malade qui refuse de faire, par exemple, une colonoscopie, vous lui conseillez un FIT test. Le FIT test va être complémentaire. Si c'est un FIT test positif, vous allez directement demander une colonoscopie. Un malade qui préfère faire un coloscan, également, il y a une complémentarité dans le fait que si votre coloscan montre des polypes, vous allez aller vers une colonoscopie qui, quand même, garde l'avantage d'une colonoscopie diagnostique et thérapeutique. Maintenant, si vos malades sont réticents pour une colonoscopie, on peut commencer par faire un FIT test et voir le résultat. En pratique courante, on est en train de plus en plus de voir des malades qui arrivent à l'âge de dépistage vers la cinquantaine et qui eux-mêmes viennent vous demander de faire une colonoscopie. Voilà, donc pour le screening, c'est en gros ce qu'on a à proposer et toujours qu'il y ait une implication et une décision commune entre le malade et le médecin. Merci Khalil, merci Rita. Donc je vais juste dire aux gens qui nous écoutent qu'à la fin de la séance, il y aura une vingtaine de minutes pour des questions. Avant de passer à la deuxième partie, je voulais dire une chose, que le screening, le programme de screening du côlon, on l'a commencé en 2017. Docteur Khalil Ahnain se rappelle. Donc, c'était une activité qu'on a fait au hall principal avec la distribution de brochures et des rubans en bleu et donc une information pour les gens qui viennent. À l'époque, il n'y avait pas de distanciation, donc il n'y avait pas de Covid. Puis en 2018, on a fait la deuxième activité de screening et à l'époque, on a distribué 3000 FIT. Ça a été distribué aux étudiants en médecine, à la faculté, donc la faculté qui a participé avec nous, et aux parents. Et sur les 3000 FIT, malgré qu'on a fait des informations et des réunions, on a récupéré à peu près 30% ou même moins. Donc, c'était une participation très timide pour dire que l'information n'a pas bien passé. Et en 2019, au niveau du hall principal, on a distribué 150 FIT aux visiteurs qui sont plus que 50 ans et on a même les appelés pour récupérer le matériel. Et sur ces 150, on a pu avoir 60% de taux de réponse. Donc, on a pu récupérer
à peu près 70 tests sur le total. Donc, c'est un effort énorme qu'il faut faire au niveau de la sensibilisation de la population libanaise. Donc, on est loin de ce qui est fait dans le col de l'utérus, beaucoup plus loin même du PSA de la prostate, loin de la mammographie. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Bon, si on va passer à la deuxième séance, Dr Ahnain, est-ce que tu présentes les speakers de la deuxième séance? Khalil? Allô? Je suis interrompu, vous m'écoutez? On entend? Eh, Khalil, c'est bon. Donc, la deuxième présentation va être faite par Dr Ghassan Chartoura et Dr Clément Khouri, chirurgien de l'Hôtel 2 et radiothérapeute, sur le traitement interventionnel du cancer du côlon. Donc, encore une fois, si on a un bon dépistage et un bon screening, 9 malades sur 10 auront un traitement adéquat et qu'on se considère un traitement curatif. Dr Ghassan Chartoura va nous parler un peu du traitement interventionnel chirurgical et Dr Clément nous parlera un peu de son expérience en radiothérapie chez ces malades. Ghassan. Oui, bonsoir. Je vais faire share screen d'écran. Ghassan, download, c'est mieux, je pense. C'est bon là, vous voyez? Non. Rita, tu peux arrêter le sharing de chez toi? Yeah. Vous m'entendez là? Donc, on arrive à t'entendre, Ghassan, mais le sharing des slides n'est pas encore fait. Ghassan, rentre dans le browse, fais sharing, rentre dans le browse et choisis ton dossier, ta présentation en faisant download. Où est le browse? Faut en haut, dans le team, tu rentres en haut. Oui, je vais. Montrer, c'est ça. S'il y a une flèche en haut, il y a une flèche en haut de l'écran, tu as une flèche. Share content. Share content. Share content. Rita, toi aussi, tu dois arrêter le sharing. Moi, j'ai arrêté. OK. Rouaina, nous ناطرين ton intervention. Presenting. بركي ببلش كليمان le temps que je trouve comment ça fonctionne. Ghassan, si tu peux m'envoyer ce que tu vois devant toi, je te dirai. بعت لي en WhatsApp. Yeah. ارجع على l'écran اللي كده. هذه كليمون. بس أنا بدي إنهاي. Je peux commencer? C'est bon, vous voyez mon écran? Vas-y, Clément, vas-y. Non, pas encore. Clément, les slides ne sont pas sur l'écran. Donc, en attendant, je vais dire que Dr Rémi Dao, qui figure sur le programme, elle s'est excusée. Donc, déjà, vous connaissez Dr Rémi Dao, c'est la directrice du programme médecine de famille
à l'Hôtel Dieu. Donc, elle s'excuse et sa partie a été couverte par Dr Slim. Vous voyez mes slides? Nous, on Pas voit. encore. Moi, je vois. Nous, on voit tes slides. D'accord. Hassan, Oui. envoie-moi ton écran, s'il te plaît. Une seconde. Ou bien réponds à Waina. OK. OK. Clément, vas-y. Bonsoir tout le monde. Je tiens à remercier la direction de l'hôpital, notamment Dr Attan et toute l'équipe pour cette initiative et pour cette opportunité pour vous parler ce soir de la place de la radiothérapie dans la prise en charge du cancer du rectum. Donc, sans s'attarder, l'incrimination de la radiothérapie dans la prise en charge du cancer du rectum a commencé dans les années 80. On avait noté qu'il y avait beaucoup de récidives locales. Une seconde, après... Clément. Clément, je voulais vérifier si tout le monde est en train de voir les slides. Personnellement, je n'arrive pas à les voir. Est-ce que du côté de Rowaina, les slides sont bien visibles? باينين سلايداته؟ Bon, apparemment, le problème est de chez moi. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc après les chirurgies, on avait noté qu'il y avait beaucoup de récidives, surtout locales. Et donc, par conséquent, on avait proposé la chimioradiothérapie comme un traitement adjuvant. Et donc, à partir des années 80, on a vu des études qui ont été publiées et qui ont montré qu'il y avait pas mal d'améliorations du point de vue survie pour la chimiothérapie et surtout du contrôle local en faveur de la radiothérapie. Et puis après, des études ont essayé de regarder la place de la radiothérapie en faisant une radiothérapie néoadjuvante, donc avant toute thérapeutique. On fait une radiothérapie exclusive, sans chimiothérapie. C'était un protocole hypofractionné, donc 5 séances de 5 grés, donc total 25 grés, et qui sont suivies d'une chirurgie dans un délai d'une semaine. Et donc, toutes les études randomisées ont montré un bénéfice du point de vue contrôle local. Et il faut aussi mentionner une étude suédoise qui est à elle seule qui a montré un bénéfice du point de vue survie. Le seul bémol, c'était qu'on avait une toxicité accrue du point de vue toxicité anorectale, des effets à long terme, des effets secondaires à long terme et des effets néfastes en post-opératoire aussi. Et il faut aussi mentionner que la chirurgie n'était pas optimale et donc l'ère de la chirurgie mésorectale totale, que je pense que mon collègue Hassan va en parler, n'avait pas encore commencé. D'où l'étude néerlandaise donc, qui avait inclus 1800 patients qui avaient un cancer du rectum localement avancé et qui a randomisé ces patients en radiothérapie préopératoire avec le protocole qu'on vient d'en parler et la chirurgie, mais c'était la chirurgie mésorectale excision en bloc. Et donc, comme vous voyez, on avait un bénéfice de la radiothérapie avant la chirurgie, donc on a un récidive local de 5% versus 11% pour chirurgiste. Il faut noter que dans les études où on n'avait pas de chirurgie mésorectale propre, donc le taux de récidive était de 26%. Donc on a actuellement un bénéfice de 26 versus 11% quand on applique une bonne chirurgie oncologique qui est la chirurgie mésorectale en bloc. De même, cette étude a souligné la toxicité, donc on avait plus d'incontinence anorectale, donc ce qui est délétère à la qualité de vie du patient. Et donc, à qui on conserve ce protocole hypofractionné? Pratiquement, c'est des patients qui sont oligométastatiques à qui on veut donner accès à la chimiothérapie très rapidement. Donc, au bout d'une semaine, on finit avec la radiothérapie. Et typiquement, c'est des tumeurs qui sont à distance de la marge anale. Et donc, par conséquent, il faut penser à la toxicité anorectale. C'est des patients qui habitent très loin du service de radiothérapie. Et c'est des patients qui sont très âgés avec un poor performance status à qui on applique le protocole hypofractionné.
Et donc, quelle étude a établi le standard actuel? Donc, chimio et radiothérapie en néoadjuvant, c'est la fameuse étude allemande, donc 800 patients qui étaient tous stadifiés en écho-endoscopie, randomisés en radiochimio pré-op versus radiochimio post-op. Tous les résultats étaient bons, statistiquement significatifs, un excellent profil de toxicité aiguë, toxicité chronique. On avait même des rémissions complètes pathologiques, un downstaging ganglionnaire et bien entendu moins de récidives pelviennes, mais sans tout à fait avoir un impact sur la survie. Un autre élément qui est très important et clé, c'est qu'on a une amélioration de la préservation du sphincter qui est très important. Et donc, c'était des patients qui avaient des tumeurs bas situées et qui étaient jugés avoir besoin d'une résection abdominopérinéale par les chirurgiens avant la randomisation. Donc c'est cette slide pour illustrer les résultats. Donc, on a 13% en faveur de la radiochimio néoadjuvante versus 6%. بس انا بعدني مؤيد جاست بمحل جاست بس لا بس انا بريزنت هي مرة ايه Ok, Camille. Donc, le résultat à 5 ans a persisté au bout de 10 ans. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau concernant la prise en charge du cancer du rectum? Donc là, on a l'attitude Total Neoadjuvant Therapy et l'idée, c'est de bouger la chimiothérapie adjuvante qui va venir après la chimio. Donc, soit la mettre au tout début avant la radiochimiothérapie, soit elle va suivre la radiochimiothérapie avant la chirurgie. Et comme vous voyez, donc ça, c'est une étude de phase 2 qui a montré que le fait de mettre le FOLFOX avant toute thérapeutique, donc comme chimio-induction, a fait qu'on a une amélioration de la rémission complète pathologique jusqu'à des taux de 38%. Et ça, c'est une étude intéressante qui est toujours en cours, donc du groupe Énergie. On a une chimiothérapie d'induction, le FOLFOX, qui est soit un bras standard, soit on va ajouter à la chimiothérapie un inhibiteur PARP, soit de l'immunothérapie pembrolizumab. Mais malheureusement, les résultats qui ont été publiés en janvier 2021 n'ont pas abouti au but requis pour le veliparib et le pembrolizumab. On attend le 4e bras qui va être formé bientôt. On va ajouter un médicament au FOLFOX en chimiothérapie au début et un autre médicament avec la radiochimiothérapie. Une attitude qui est vraiment très intéressante, c'est le watch and wait. C'est une attitude qui a été établie à la suite d'études prospectives et rétrospectives, mais grosso modo qui ont montré qu'on a 80% de survie sans récidive, ce qui est très intéressant. Et donc, les patients qui vont bénéficier du watch and wait vont être surveillés de très près. Et par conséquent, ces 20% qui vont récidiver vont être traités très rapidement, soit par injection locale, soit par chirurgie mésorectale complète. On a beaucoup d'études qui sont en cours à Memorial, au Royal Marsden et au Brésil. De toute façon, le panel expert européen, il recommande que l'option du watch and wait doit être proposée aux patients. Mais par contre, aux États-Unis, l'option wait and see doit être réservée dans les cas d'essais cliniques, comme le mentionne très clairement les NCCN guidelines. Une option clé, c'est que le suivi de ces patients doit être très rapproché, très discipliné, toucher rectal bien entendu, et rôle très important de l'IRM pelvienne, d'où le rôle qui est vraiment primordial des radiologues spécialistes en matière d'IRM pelvienne et périnéale. Je profite pour saluer notre collègue Dr Lina Menassa qui est avec nous ce soir. Est-ce qu'il y a possibilité d'omettre une radiothérapie? Oui, c'est en cours. Il y a une étude très intéressante, une toute petite étude à Memorial qui a été menée sur 32 patients, mais c'est des cas qui sont vraiment très sélectifs, des tumeurs qui sont entre guillemets favorables, ça veut dire qu'ils sont vraiment à distance de la marge anale, qui ne sont pas circonférentiels. Et donc ces patients ont reçu du FOLFOX avec du bevacizumab. Et puis tout de suite, on a sauté l'étape de la radiochimiothérapie et on a été faire la chirurgie. Et on a eu 100% de résection en marge négative, donc 100% R0.
100% downstaging, rémission complète à 25%, excellent contrôle local et des résultats qui sont très prometteurs du point de vue contrôle local et survie. Ce qui a donné lieu à l'étude prospective qui est en cours là actuellement. C'est une étude très intéressante. Donc, les patients vont être randomisés soit bras conventionnel, donc traitement néoadjuvant, chirurgie, chimiothérapie adjuvante, soit chimiothérapie par du Folfox et puis restaging par l'IRM pelvienne qui est très important. Si on a une réponse qui est supérieure à 20%, on saute le traitement néoadjuvant et on passe tout de suite à la chirurgie mésorectale. Et si on a une réponse inférieure à 20%, on rejoint le bras standard. Donc voilà. Un dernier mot sur la technique de radiothérapie. La radiothérapie conformationnelle versus l'IMRT. Donc l'IMRT va nous donner le luxe de diminuer les toxicités du point de vue intestinal, notamment lorsqu'on doit inclure les chaînes iliaques externes, quand on a une maladie T4, ou lorsqu'on doit aussi inclure les ganglions inguinaux lors d'invasion du canal anal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Merci, Docteur Clément. Chartoura. Docteur Clément, l'IMRT par rapport au 3D, c'est surtout moins d'effets secondaires, la même efficacité mais moins d'effets secondaires? Exactement. OK. En pratique, qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser? La plupart des cas où un T3 ou un 1, vraiment, il n'y a pas de grands bénéfices tangibles. Il n'y a pas d'études qui ont montré la supériorité de l'IMRT par rapport à la 3D. Donc, quand on a une maladie qui est assez avancée, on essaie d'utiliser l'IMRT pour éloigner la dose des intestins. Il y a eu une seule étude qui avait comparé IMRT versus 3D, mais dans le bras IMRT, il y avait de l'oxaliplatine. Et comme on connaît tous que l'oxaliplatine, avec les rayons, c'était toxique. Donc, je pense que les résultats ont été masqués. Mais pour le moment, on utilise 3D et IMRT. IMRT beaucoup plus pour les cas qui sont en poste. Merci. Docteur Chartoura. Ghassan. Donc, en attendant que Rassan récupère ses slides, Clément, bon, maintenant, il y a cette tendance qu'on appelle, tu l'as cité, mais TNT, Total Neoadjuvant Treatment. Quelle est ton impression générale à propos de cette procédure qui gagne de terrain? C'est une piste qui est assez intéressante à développer. Et comme nous, on avait essayé aussi on a participé avec l'EUB à faire un Total Neoadjuvant Therapy. Mais je suis un peu réticent du point de vue toxicité, notamment pour les patients que moi j'ai suivis personnellement et qu'on a inclus nous dans l'étude. Donc pour le moment, je pense que ce n'est pas encore un standard et il faut attendre encore pour la maturation des résultats. Mais moi personnellement, je suis réticent du point de vue toxicité. Oui, c'est vrai. Donc notre expérience personnelle, elle n'était pas trop encourageante. Dans la littérature, il paraît qu'elle est approuvée, c'est concurrent. La TNT, hein, c'est-à-dire donner et la radio et la chimio qui devait être adjuvante en préopératoire, hein, et la chirurgie à la fin. Donc c'est ça le Total Neoadjuvant Treatment. Donc il paraît que c'est un concept qui va être en concurrence avec la radiochimiothérapie première et la chimiothérapie adjuvante après. Et le Watch NC aussi, il est très intéressant. Et donc surtout ça ressort, voilà. Avec nos collègues gastro-entérologues qui ont un rôle très important de définir cette rémission complète clinique par endoscopie / écho-endoscopie et bien entendu avec l'IRM pelvienne pour faire le suivi. Oui.
Donc, les quelques cas que j'ai croisés avec Watch and See, Watch and Wait, donc c'était des malades qui refusaient la chirurgie, qui prenaient le traitement et qui disparaissent parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient amputés. Donc, c'était pour nous une grande erreur, mais certainement, il y a une partie de ces malades qui peuvent bénéficier de traitements conservateurs sans chirurgie, juste avec la réponse si elle est importante au niveau de la radiochimiothérapie concomitante au début. Rouaina, est-ce que tu as pu aider Dr Chahtoura? دكتور كليمان عامل انت ستوب شيرينج؟ نعم. خلص ظهرت من الباوربوينت تبعك؟ ظهرت من الباوربوينت وعملت وراح سكرهم هيك لحتى just to make sure. Voilà. Donc, en attendant, Hassan, Kamen fit une question qui vient de Maher Jaafar. Rita, si tu es à l'écoute, oui. Merci, docteur Slim. Il a besoin. J'ai répondu. Ah, donc, vous voulez répondre à tout le monde? Pour les malades qui ont une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, qui sont à risque, bien sûr, de faire un cancer colorectal, on n'est plus dans le cadre du screening d'une population générale. On est dans le cadre de surveillance des maladies inflammatoires. On a des protocoles bien établis. Et bien sûr, on ne va pas faire de FIT. On va faire des coloscopies avec un protocole de biopsie bien établi. Parce que le FIT va être certainement positif. Oui, non, c'est autre chose. C'est pas le screening. Juste pour dire que ces malades qui ont une MICI, quand est-ce qu'il faut en fait les surveiller de plus près? C'est lorsqu'ils ont initialement au départ une pancholite sévère et quand ils ont eu une maladie ancienne qui a duré de plus de 8 ans, c'est à ce moment-là que vous allez faire des colonoscopies très rapprochées pour dépister un cancer colique et comme a dit Dr Aslim, faire des biopsies étagées sur surtout des lésions qui peuvent ressembler à ce qu'on appelle les DAR. Donc, est-ce que Sir Hassan, il a toujours des problèmes? Peut-être qu'on passe à la 3e séance. Qu'est-ce que tu penses, Khalil? Ou Rouaina, il faut... Pour gagner du temps, en attendant que Hassan arrange sa présentation, peut-être si tu peux présenter les autres conférenciers. Voilà. D'accord, merci, Dr Hnain. Donc maintenant, on va passer à la 3e séance, qui est de biologie moléculaire, si vous voulez, et anatomopathologie, les MSI et les biomarqueurs dans la thérapie du cancer du côlon. Ça va être partagé entre le professeur associé Viviane Trac, chef de service d'anatomopathologie, et le docteur Hampi Courier, qui est oncologue et généticien à l'Hôtel Dieu. Donc, on va vous donner 20 minutes, mais bon, on sait combien c'est intéressant le sujet que vous allez aborder et faites-nous ce plaisir. Merci. Bonjour. Très bien. Ok. Voilà. C'est bon? Tu peux passer au mode de grand écran? Ah oui, c'est bon, très bien. Voilà, Viviane. Bon, merci pour l'invitation. Nous allons parler des biomarqueurs du carcinome colorectal. Je vais partager cette séance, cette présentation avec le docteur Hampi Courier. Je vais commencer par les microsatellites. Les microsatellites sont de courtes séquences d'ADN qui sont formées de 1 à 6 nucléotides
qui se répètent en tandem le long du génome. Ces séquences d'ADN sont de même taille chez le même individu, mais elles vont différer de taille entre différents individus. Et ça, on va en parler tout à l'heure dans les techniques de test de ces microsatellites. Donc, ces microsatellites sont très susceptibles aux erreurs de réplication, mais ces erreurs sont réparées normalement par le système de réparation des mésappariements de l'ADN, qui est formé par plusieurs gènes. Ceux qu'on connaît sont MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, MLH3, MSH3, PMS1 et EXO1. Ces protéines de mésappariement de l'ADN sont formées de couples, donc d'hétérodimères. Certains de ces couples de protéines vont détecter les erreurs, les petites erreurs de l'ADN, et comme MSH2, MSH6 ou le couple MSH2, MSH3. Et d'autres couples comme MLH1 et PMS2 vont réparer ces erreurs, ils vont réexciser et resynthétiser le brin d'ADN correct. Quand est-ce qu'on a une instabilité des microsatellites ou quand est-ce qu'on parle d'instabilité des microsatellites, c'est quand ces erreurs de l'ADN ne sont pas réparées. Et pourquoi elles ne sont pas réparées? Parce que le système de réparation est déficient. Donc, ça va aboutir à un phénotype de mutations qui sont très nombreuses dans l'ADN et ça va aboutir à une différence de taille des microsatellites chez la même personne. L'instabilité des microsatellites est retrouvée dans une condition héréditaire qui est le syndrome de Lynch, qui donne le carcinome colorectal et peut donner d'autres carcinomes également. L'instabilité des microsatellites est retrouvée dans la forme héréditaire dans 3% des carcinomes colorectaux. Ces carcinomes qui sont associés au syndrome de Lynch surviennent chez les personnes à un âge jeune. Donc, généralement, c'est avant 50 ans et sont associés à une mutation constitutionnelle de l'un de ces gènes de réparation des mésappariements de l'ADN. Dans 90%, il s'agit du gène MLH1 ou MSH2. L'instabilité des microsatellites peut survenir dans les carcinomes colorectaux sporadiques. On la retrouve généralement dans à peu près 15% des carcinomes colorectaux, surtout dans les formes précoces. Dans le carcinome colorectal métastatique, ce pourcentage est beaucoup plus petit. Il est autour de 3 à 5%. Ces carcinomes colorectaux avec instabilité des microsatellites surviennent à un âge plus avancé généralement et sont dus à une inactivation épigénétique de MLH1. Quel est l'intérêt de dépister cette instabilité des microsatellites? Elle a un intérêt tout d'abord pour le dépistage du syndrome de Lynch, parce qu'on a vu qu'elle survient dans le syndrome de Lynch, mais elle a également un intérêt pronostique et thérapeutique. On a pu démontrer que les carcinomes colorectaux avec instabilité des microsatellites ont une meilleure survie globale, une meilleure survie sans récidive et un plus faible risque de métastase que les autres carcinomes colorectaux qui sont microsatellites stables. On a pu également démontrer un intérêt thérapeutique parce que ces carcinomes colorectaux avec instabilité des microsatellites bénéficient moins souvent du traitement de la chimiothérapie par le 5FU. Mais cette instabilité des microsatellites, il a été montré qu'elle donne une réponse favorable à l'immunothérapie et les études ont pu montrer que, par exemple, pour le Keytruda, les carcinomes colorectaux avec instabilité des microsatellites
répondaient mieux au traitement par cette immunothérapie. Et également, ça a été prouvé avec le nivolumab que ces personnes qui reçoivent le traitement par cette immunothérapie avaient une meilleure réponse, et ceci à peu près dans 30 à 50% des cas. Comment on peut déterminer si ce carcinome colorectal présente une instabilité des microsatellites ou pas? Il y a deux principales techniques. La PCR, qui est le gold standard, mais qui est généralement assez chère. Quel est le principe? Donc, c'est une technique PCR, biologie moléculaire, qui va comparer la longueur des microsatellites entre les cellules tumorales et les cellules normales chez le même individu. On a vu que chez le même individu, on avait normalement la même taille des microsatellites dans toutes les cellules. Donc, s'il y a une différence de taille, ça indique qu'il y a une instabilité des microsatellites. Et il y a plusieurs panels. Le plus connu, c'est le panel Bethesda, qui étudie cette longueur des microsatellites dans 5 loci. Il y a d'autres panels également qui sont utilisés. Quand on a une instabilité des microsatellites dans plus de 30% de ces loci, quand c'est plus que 5, ou bien dans 2 des 5 loci, on parle de MSI high, MSI H. Quand on a une instabilité dans un seul locus des 5, c'est une MSI low, MSI L. Et quand on n'a pas d'instabilité, c'est le profil microsatellite stable. La deuxième méthode, c'est l'immunohistochimie, qui est beaucoup plus abordable et de coût beaucoup plus faible, qui va étudier l'expression des microsatellites dans les cellules, des protéines de réparation des mésapariements de l'ADN dans les cellules tumorales. On a 4 protéines qu'on peut étudier et qui sont disponibles sur le marché, qui sont MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2. Cette technique est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a une sensibilité et une spécificité qui sont très élevées. Et la technique est relativement facile à implémenter dans les laboratoires. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une perte totale de l'expression de ces protéines de réparation des mésapariements de l'ADN. Le marquage est nucléaire et les témoins internes sont présents dans toutes les lames, donc faciles à obtenir, et ce sont les cellules épithéliales et les cellules du stroma qui sont autour de la tumeur. Voilà, donc on a la technique. On a 4 marqueurs, MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2. Et on voit le tissu normal qui est à droite de l'écran. Je le pointe avec la flèche, ici et puis là. Et on voit ici, par exemple, qu'on n'a pas de marqueur brunâtre dans ces cellules tumorales qui sont à la partie gauche de l'écran, pour MLH1 et pour PMS2, alors que l'expression, donc le marquage nucléaire, ces points brunâtres pour MSH2 et MSH6 sont conservés. Donc, dans ce cas particulier de cette tumeur, on a une perte d'expression de MLH1 et de MSH2. On va voir comment on peut interpréter cet immunomarquage. Donc, quand on a une conservation de l'expression de ces 4 marqueurs, on a 95% de probabilité que le système MMR soit fonctionnel. Donc, c'est l'équivalent du microsatellite stable. Quand on a une perte d'expression de MLH1, elle s'accompagne généralement par une perte d'expression de PMS2 parce que c'est un couple qui fonctionne en même temps. Et quand on a une perte d'expression de MSH2, elle va s'accompagner d'une perte d'expression en même temps de MSH6. Donc, quand on a une perte d'expression de MLH1 et de PMS2, comme c'est le cas dans la figure que j'ai montrée, ça peut être 2 choses. Ça peut être soit un syndrome de Lynch avec une mutation constitutionnelle de MLH1,
mais ça peut être également un carcinome colorectal sporadique. Et dans ce cas, on a une hyperméthylation acquise du promoteur du gène MLH1. Dans ce cas, comment on peut distinguer? On peut bien sûr aller et faire une analyse moléculaire des quatre protéines, des quatre gènes MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2. Mais on peut également faire une technique qui est moins coûteuse et qui consiste à rechercher la mutation V600E de BRAF. On a dans 70% des cas d'hyperméthylation du promoteur du gène MLH1 une mutation de type V600E de BRAF. Et dans ce cas, on peut prouver que ce n'est pas un syndrome de Lynch, mais que c'est une altération qui est acquise au niveau de la tumeur. Maintenant, quand c'est une perte d'expression de MSH2 et de MSH6, ou bien de MSH6 seul ou PMS2 seul, on est pratiquement presque sûr qu'on est devant un syndrome de Lynch, mais on est obligé d'aller faire une vérification que cette mutation existe par biologie moléculaire. Ça, c'est une étude qui a été faite à l'Hôtel-Dieu entre 2010 et 2015 sur 645 carcinomes colorectaux. Et MLH1 et MSH2 ont été évalués par immunohistochimie. On a retrouvé une perte d'expression de MLH1 dans 17,5% des cas et une perte d'expression de MSH2 dans 3,1% des cas. L'instabilité des microsatellites peut également être détectée par une technique NGS, mais à ce moment-là, il faut envoyer le spécimen dans un laboratoire spécialisé. C'est une technique qui est très coûteuse. Elle est intéressante parce qu'elle présente bien sûr une sensibilité, une spécificité élevée, mais elle peut détecter en même temps des mutations dans d'autres gènes. Mais bon, ce n'est pas la pratique courante pour l'instant. Voilà. Donc, je passe la main au docteur Ampil Courrier. Le partage. Est-ce que je suis sortie? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, dans les prochaines 10 minutes, je vais discuter. Donc, bonsoir. Merci pour cette invitation. Je vais discuter dans les prochaines 10 minutes des biomarqueurs moléculaires dans les cancers colorectaux. Donc, selon les recommandations de la European Society of Medical Oncology, il est vraiment actuellement nécessaire de déterminer, même avant de débuter le traitement d'un cancer colorectal métastatique, le statut du RAS et du BRAF, en plus des autres paramètres qu'on détermine au moment du diagnostic. Donc, c'est hyper important quand vous avez un cancer colorectal métastatique de penser à faire systématiquement ces deux tests-là qui ont des valeurs importantes qu'on va discuter ultérieurement. Donc, le rôle du RAS testing, il est hyper important. Ce qu'on doit savoir, que la présence d'une mutation dans le RAS est un facteur prédicteur négatif du traitement aux anti-EGFR. Donc, si nous avons la mutation RAS, on ne peut pas donner le traitement par anti-EGFR. Il devient un traitement délétère. Donc aussi, nous devons savoir que la mutation RAS aujourd'hui est détectée par le KRAS avec exon 2, 3, 4, le NRAS exon 2, 3, 4. Pourquoi je dis ces détails-là? Parce que les premières études étaient faites avec seulement le KRAS exon 2. Donc actuellement, dans notre modalité de testing, nous devons faire tout le pan-RAS, donc le KRAS dans sa totalité et le NRAS dans sa totalité. Donc, comme on peut voir,
les premières études étaient faites avec les anti-EGFR en utilisant le KRAS exon 2, qui représentait le wild type ou le sauvage 58% contre 42% quand on avait la mutation exon 2. En faisant le pan-RAS, nous avons détecté 11% de plus de races mutées. Et cela, en effet, a impacté les traitements. Donc, les études qui ont été faites avec seulement le RAS exon 2, en enlevant les races mutées dans le pan-RAS, c'est-à-dire exon 3, 4 dans le KRAS et exon 2, 3, 4 dans le NRAS, vous pouvez voir clairement que les résultats au niveau de survie sont significativement meilleurs, aussi au niveau du PFS, en les comparant avec la population qui est seulement exon 2 non muté. Les deux autres biomarqueurs, le BRAF, c'est un marqueur très important comme un marqueur pronostic. C'est un marqueur de mauvais pronostic. Les patients qui ont un BRAF muté feront moins bien que les patients non BRAF mutés. Concernant le MSI, le professeur Viviane Traxmaira a expliqué en détail, donc je ne veux pas en revenir. Ce qui est important de voir dans cette étude, par exemple, indépendamment du traitement reçu chez ce patient, les deux lignes en pointillé font moins bien que les deux lignes en bleu et jaune non pointillés. Donc, vous pouvez voir clairement que le BRAF est un facteur pronostic. Les BRAF, quand ils sont mutés, indépendamment du traitement reçu en jaune ou en bleu, feront moins bien que les BRAF non mutés, et cela confirme aussi que le BRAF est un facteur pronostic. À signaler qu'actuellement, les BRAF de plus en plus deviennent aussi des facteurs prédicteurs de traitement que je vais parler plus tard en 2 mots. Donc, quand on a ce schéma devant nous aujourd'hui en 2021, ça nous rappelle un peu la prise en charge des cancers du poumon où le cancer pulmonaire a été divisé à plusieurs cancers en même temps, chacun ayant des caractéristiques moléculaires et génétiques bien particulières. Donc, le futur, c'est aussi de faire probablement un next generation sequencing pour les cancers colorectaux pour pouvoir déterminer toutes ces anomalies qu'on va détecter, allant du NRAS au KRAS, mais aussi on pourra détecter la présence de BRAF, du PIK3K, du HER2, du NTRK, du POL, qui mène à une hypermutation et qui a une sensibilité hyper importante aux immune checkpoint inhibitors, la présence du RET et de l'ALK. Donc, vous voyez que le futur, c'est dans ce schéma pour les cancers colorectaux. Ce qu'on a déjà, c'est le targeting du HER2. Aujourd'hui, il faut faire le HER2 en immunohistochimie, et si on peut le faire en NGS, tant mieux, pour essayer de détecter une sous-population qui est plus fréquente au niveau du rectum et du côlon gauche. Donc, le HER2 positif peut mener à de nouvelles thérapies cibles pour ces patients en combinant par exemple le trastuzumab et le lapatinib. Aussi, aujourd'hui à l'Hôtel-Dieu, le docteur Traxmaira fait les NTRK. Les NTRK sont des biomarqueurs, agnostic biomarqueurs, qui sont présents dans toutes les tumeurs. Et aussi, il faut qu'on pense, le pourcentage n'est pas très élevé, aux alentours de 0,5% dans les cancers colorectaux, mais ils peuvent mener à un traitement ciblé qui peut donner des résultats exceptionnels. Donc, toujours quand on arrive en deuxième, troisième ligne, il est intéressant de faire le HER2 et de faire aussi le NTRK. Et bien sûr, la mutation BRAF, comme je vous ai dit, c'est une mutation de mauvais pronostic. Mais aussi, le BRAF, il faut le savoir qu'il devient de plus en plus un biomarqueur prédicteur de traitement. Donc ici, on peut voir la combinaison anti-BRAF, anti-MEK et le cetuximab pourront donner un traitement qui est chimiothérapie free. Donc, imaginez dans le cancer colorectal BRAF muté, on est capable aujourd'hui de traiter à partir de la deuxième ligne sans chimiothérapie, d'où l'importance et la valeur importante de cette mutation en facteur prédictif. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des biopsies liquides, ce qui est hyper important. Vous savez très bien quand on a
un RAS qui est wild type, avec un BRAF wild type, nous pouvons donner les anti-EGFR. Mais toujours, on a tendance à rechallenger en troisième ligne avec ces mêmes anti-EGFR. Mais aujourd'hui, pour augmenter les chances de réponse, il est hyper important d'utiliser cet outil qui est la biopsie liquide au lieu d'aller rebiopsier la tumeur du côlon. Donc, de cette façon, on peut faire avec une simple prise de sang, revoir est-ce que le RAS est wild ou muté. S'il est muté, peut-être ce traitement n'aura pas de chance d'agir. Mais s'il reste wild type, à ce moment-là, on peut rechallenger. Et vous pouvez voir, au moment de la biopsie liquide, on peut avoir, si c'est un RAS wild type, on peut arriver en rechallengeant avec l'Erbitux, l'anti-EGFR, 12,5 mois versus 5,2 mois. Et c'est hyper intéressant de le faire. Aussi, il faut savoir que grâce aux biopsies liquides, on peut voir l'évolution. Comme dans chaque tumeur, on peut avoir une accumulation de mutations et le changement du profil tumoral. Le RAS, aujourd'hui, on peut le détecter. Parfois, on peut passer du RAS wild type après avoir reçu des anti-EGFR au RAS muté ou bien du RAS muté au wild type, d'où l'importance d'aller voir est-ce qu'on a un changement de RAS. Donc ici, on a des études qui ont montré qu'il y a un changement de RAS du wild au muté post-anti-EGFR, mais aussi une étude assez intéressante qui a montré le changement du RAS muté au RAS wild type. Et on a dans ce cas-là une nouvelle ligne thérapeutique qui pourra être administrée aux patients grâce à la biopsie liquide. Et ce changement est aux alentours de 45% et qui n'est pas négligeable. On est en train de faire à la faculté une étude, l'étude NEORAS, qui est une étude hyper intéressante. Et là, c'est la première de son genre, en collaboration avec l'Université Saint-Joseph, Biocartis et Merck. Et dans cette étude-là, on fait au moment du diagnostic une biopsie solide et une biopsie liquide. Et à la progression, on refait simplement une biopsie liquide pour voir si on a un changement. Jusqu'à présent, nous avons inclus à peu près 50 patients. Donc, vous êtes tous invités, quand vous avez un cancer colorectal métastatique, d'inclure vos patients dans cette étude parce que probablement, vous pourrez bénéficier d'une nouvelle ligne thérapeutique s'il y a un changement de cette mutation selon le désir de l'oncologue et de sa décision. Donc, ce qui est aussi intéressant, à partir de 2016, les choses ont changé à partir de la localisation tumorale. Le côlon droit et le côlon gauche ne sont pas des entités similaires. Et ce qu'on doit savoir encore de plus, que le profil mutationnel et génétique n'est pas similaire. Donc, on a plus à droite de MSI high, de BRAF muté et probablement de KRAS muté. À gauche, on a plus de HER2 et de KRAS wild type. Et cela a aussi intervenu dans l'algorithme, donc le traitement du cancer colorectal métastatique et biomarker-driven treatment. Donc, certainement, en première ligne, nous devons faire le RAS et le BRAF. Il faut toujours prendre en considération le sidedness de la tumeur avant la décision thérapeutique, mais à partir de la deuxième ligne, il faut penser toujours au MSI, parce qu'on peut donner des immunothérapies sur le MSI et high. Avec le HER2, on peut donner des traitements anti-HER2 chez nos patients à partir de la deuxième ligne et penser à faire la biopsie liquide avant la troisième ligne si on a un RAS wild type pour voir s'il est encore RAS wild type pour rechallenger. Donc voilà, je pense le traitement de ces cancers colorectaux va être dans le futur proche, comme je vous ai montré dans ce camembert, basé sur des biomarqueurs et chaque patient bénéficiera du traitement personnalisé. Je vous remercie. Merci Ampik et Viviane, donc c'était très clair, très avant-gardiste et en même temps simple. Donc on va garder les questions jusqu'à la fin. Si Dr Khalil Hnain est d'accord, on va tenter encore une fois la chance de Dr Hassan Chaktoura, parce qu'il paraît qu'il a un problème technique au niveau de son laptop.
Hein, donc, il est en train de tenter, persiste. Le problème persiste si on peut le faire après Dr Fadi Karak pour qu'il Ah, puisse ok. sign in de nouveau. D'accord. OK. Donc, on va passer à Dr Fadil Karak. Dr Khalil Hnain, vous voulez présenter Dr Khalil Karak et sa présentation? OK. Donc, la présentation qui suit concerne les thérapies ciblées du cancer du côlon métastatique et on a le plaisir d'écouter le docteur Fadi Karak, oncologue à l'Hôtel Dieu, qui va donc nous faire un commentaire sur ce sujet. Docteur Karak, tfadal. Bonsoir. Bonsoir. Donc, mon rôle, c'est de parler des thérapies ciblées dans le cancer colorectal. C'est un sujet trop vaste, mais je vais essayer de le faire en moins que 15 minutes. Donc, le cancer colorectal, ce n'est pas une seule pathologie, il s'agit de plusieurs pathologies. Parfois, on a des patients métastatiques qui survivent moins que 6 mois et des patients... Fadi, tu peux passer au mode de présentation, les slides, on voit tout, on voit ton écran. Donc, juste passer au mode slide. Au mode slide. Comme ça, ouais. Hop. Comme ça? C'est bon comme ça? Pas encore. Pas encore. Donc, c'est pas grave en tous les cas. C'est pas grave. OK. OK. Donc, on a des patients qui survivent moins que 6 mois et on a des patients qui survivent plus que 5 ans. Et la différence, c'est que ce n'est pas un seul type de cancer. La survie des patients, elle dépend de plusieurs facteurs anatomiques. Le plus important, c'est est-ce qu'il s'agit d'un cancer du côlon droit ou un cancer du côlon gauche. Et on a aussi des éléments moléculaires. Est-ce que la tumeur a un RAS sauvage ou muté? Est-ce qu'elle a un BRAF wild type ou muté? Est-ce que la tumeur présente une surexpression de HER2? Ou est-ce que la tumeur, elle présente un MSI? Donc, ça, c'est une slide très importante pour pouvoir suivre la présentation et que ça devienne plus simple après. Donc, voici tous les traitements qu'on peut faire dans les cancers colorectaux métastatiques. Donc, la base du traitement est toujours le 5FU, c'est ça la base du traitement. Puis, on peut ajouter une des deux molécules de chimiothérapie, l'irinotecan ou l'oxaliplatine. Et les protocoles s'appellent après soit Folfox, soit Folfiri. Puis, on a des thérapies ciblées anti-VEGFR. Ce sont ces 3 molécules, le bevacizumab, l'aflibercept et le ramucirumab. Et on a 2 molécules anti-EGFR qu'on peut aussi ajouter. Fadi, une seconde. J'ai sur mon écran les slides de Dr Chartoura. Donc, je pense, Rouaina, tu peux les enlever. Donc, on va les garder à la fin. Tant mieux, ça marche. Donc, Chartoura va intervenir à la fin. On va terminer par Hassan et sa partie chirurgicale. Fadi, sorry pour l'interruption. Donc, on attend vos slides, qu'ils apparaissent de nouveau. هرجع اعمل شير سكرين بس هي elle doit enlever le share screen تبعها. ايه روينا tu peux faire ça. يلا بتصور مش الحال. يلا مش الحال عند دكتور شقطورة ديجا مشان هيك قدر اعمل شير سكرين. اوكي بس رح نكمل فادي ونرجع لأسان. اوكي يلا. وانا السلايد صارت ظابطه؟ صافا انا السلايد صارت ظابطه يا ما بعدها مقطوشه؟ بعدها مش مود سلايد يعني مش مود اكران يعني اذا بتكبس على هالمود مش عم بيكبس على مش عم تزبط. طيب مش مشكله او ليك اعمل دبل كليك عليها هيك سي تو في دبل كليك على السلايد بتكبر. ما هي تبع تزبط. يلا بلاها ماشي الحال هيك بتشوفوا شو السلايد اللي وراها. Donc, les thérapies anti... Clique F5, Fadi. Clique F5. ما شكل بقى تزبط. في حدا مدور صوت يعني. D'accord. Donc, les molécules anti-VEGF, c'est bevacizumab, aflibercept, ramucirumab. Et les molécules anti-EGFR sont les cetuximab et le panitumumab. Donc, la première question qu'on va se poser, comment faire la combinaison des médicaments?
Et on peut soit faire les deux produits de chimiothérapie, par exemple 5-FU et irinotecan, le protocole sera FOLFIRI. On ajoute après un anticorps monoclonal qui est soit un anti-VEGFR, l'une de ces trois molécules, soit un anti-EGFR, ces deux molécules. Ou on peut faire, par exemple, 5-FU et oxaliplatine et ajouter un de ces thérapies ciblées. Donc, la première question qu'on se pose, quelles molécules il faut mettre ensemble pour donner une meilleure réponse? Et la deuxième question qu'on se pose, c'est comment faire le séquençage? Est-ce qu'il faut commencer par un anti-VEGF en première lignée et passer à un anti-EGFR en deuxième lignée, ou le contraire? Dans les repas libanais, c'est très simple. On a toujours le séquençage qui est simple. On commence tabouli, birja hummus, birja dafadi, birja le plat chaud. Mais c'est pas comme ça en oncologie. En oncologie, il faut des études randomisées pour savoir quel est le meilleur séquençage des produits. Et je vais essayer, à travers ma présentation, de vous parler en fonction du type moléculaire de la tumeur, comment on fait le séquençage. Donc, Fadi, est-ce que tout le monde est en train de voir les slides ou non? Chez moi, j'arrive pas à les voir. Min fi jawabna Khalil, un petit le slide. Ah, voilà. Oui. C'est bon. C'est bon, c'est bon. OK. Donc, c'est parti. Si les autres arrivent à voir, مش مشكلة. Donc, fais ce que tu veux. هلا عم تقشعوها يعني؟ ايه. اوكي. انا عم بقشعها بس انت واضحة عندك كمان؟ ايه ça va, c'est bon. OK, très bien, très bien. Donc, on a les molécules, deux types de thérapie ciblée, qui est le sujet principal de ma présentation. Donc, les anti-EGFR et les anti-VEGFR. Donc, l'EGFR, ce sont des récepteurs transmembranaires sur la cellule tumorale. Les EGFR, ils envoient des signaux à l'intérieur de la cellule à travers le signal RAS, RAF, MEK kinase. Et les VEGF, ce sont des récepteurs aussi transmembranaires qui sont sur les cellules endothéliales, qui envoient des signaux à l'intérieur de la cellule pour la prolifération à travers la voie PI3K-AKT. Toutes les molécules, que ce soit un anti-EGFR ou anti-VEGF, ils ont démontré une augmentation de survie par rapport à la chimiothérapie toute seule. Donc, la combinaison chimiothérapie et thérapie ciblée, elle a démontré une augmentation de survie de presque 3 à 4 mois en première lignée quand on les ajoute à la chimiothérapie toute seule. Donc, actuellement, avant de débuter n'importe quel traitement, comme Dr Hampik était en train de dire, il faut rechercher le statut RAS de la tumeur, le statut BRAF de la tumeur, le statut MSI et la présence ou non de surexpression R2. Et enfin, il faut toujours regarder si la tumeur, c'est un côlon droit ou c'est un côlon gauche. Donc, on l'appelle tumor location. Je vais commencer par le premier cas de figure. Donc, les patients qui ont un RAS muté et une instabilité microsatellite. Et des microsatellites stables. Donc, les patients qui ont un RAS muté, microsatellite stable, c'est probablement la présentation la plus fréquente. Donc, un petit rappel, comme Dr Kourié vous a dit, ces patients ne peuvent pas être traités par un anti-EGFR. Pourquoi? Parce que le signal pour les patients qui ont un RAS muté, le signal pour la prolifération cellulaire, il provient du RAS, donc pas de l'EGFR. Donc, même si on bloque ce EGFR avec un anti-EGFR, la cellule continue à proliférer parce que le RAS, il est constamment activé. Donc, ce sont des patients qui peuvent être traités par une chimiothérapie avec un anti-VEGFR. On ne peut pas donner un anti-EGFR pour ce groupe de patients de RAS muté. Donc, 3 études de suite pour vous montrer le standard de ce traitement. Donc, la première étude, donc, si on ajoute le bevacizumab à la chimiothérapie, on a une augmentation de la survie comparée à la chimiothérapie seule. Deuxième étude aussi importante, peu importe le type de chimiothérapie qu'on utilise, que ce soit un FOLFOX ou un FOLFIRI, la médiane de survie, elle est la même et le P, il est non significatif.
Donc, on peut donner en première lignée de chimiothérapie le Folfox avec l'Avastin ou le Folfiri avec l'Avastin. Donc, peu importe la chimiothérapie qu'on donne avec l'anticorps monoclonal anti-VEGF, la survie, elle est la même. Et la troisième chose, c'est qu'il faut toujours faire une maintenance. Vous savez qu'on fait presque 4 mois de chimiothérapie avec l'oxaliplatine, puis on doit arrêter à cause de la neuropathie. Donc, on arrête l'oxaliplatine et les patients doivent continuer avec une maintenance par de l'Avastin et du capecitabine parce qu'il y a une augmentation de la PFS de 4 mois. Donc, finalement, en conclusion, pour ce groupe de patients, le standard de traitement des races mutées microsatellites stables, c'est une chimiothérapie avec un anti-VEGFR suivi de maintenance par de l'anti-VEGFR. Je passe au deuxième sous-groupe, c'est le RAS wild type microsatellite stable. Donc, pour ce groupe de patients, l'anti-VEGFR, il agit. La même étude qui est l'ECOG 3200, elle a montré l'efficacité du bevacizumab dans ce sous-groupe de patients, les RAS wild type microsatellites stables. Tout de même, les anti-EGFR, il y en a 2 molécules, le cetuximab et le panitumumab. Pour ces 2 groupes de patients, on a des études qui ont démontré que quand on ajoute l'anti-EGFR, que ce soit le cetuximab ou le panitumumab à la chimiothérapie, on a une augmentation de la survie des patients de presque 3 à 4 mois, donc presque identique à l'augmentation de la survie quand on ajoute à l'anti-VEGFR. Donc, je reviens à la première question. Comment on doit faire le séquençage? Est-ce qu'on doit débuter pour ce groupe de patients avec un anti-EGFR ou un anti-VEGFR? Là vient l'importance du sidedness de la tumeur. Donc, le cancer du côlon, il peut provenir soit du côlon droit, donc qui va du cécum jusqu'à l'angle colique gauche, ou bien du côlon gauche, donc c'est l'angle splénique gauche, le côlon descendant, le sigmoïde et le rectum. La majorité des patients ont un cancer du côlon gauche. Pourquoi cette différence? Cette différence parce que embryologiquement, les tumeurs colorectaux, le côlon droit, il provient du midgut, alors que le côlon gauche, il provient du hindgut. Et c'est pour cela il y a une différence, même moléculaire, pour les différents types de tumeurs qui proviennent soit du côlon droit ou du côlon gauche. Les cancers du côlon droit sont surtout, on les découvre à un stade plus avancé. C'est des cancers beaucoup plus agressifs. Ils ont trop de mutations BRAF avec un pire pronostic. Les cancers du côlon gauche sont plus des RAS wild type, ont plus une surexpression de HER2 et une surexpression de la timidylate synthase. Donc, ce sont des cancers qu'on découvre généralement à un stade plus précoce. Donc, comment on traite ces patients? Et là, je vais passer 2 études pour vous montrer comment on les traite. Donc, ça, c'est une étude très importante, la CALGB. Donc, comment on doit lire cette slide? Donc, pour les cancers du côlon gauche, ce sont les courbes bleues et vertes. Donc, pour les cancers du côlon gauche, on doit toujours débuter par un anti-EGFR. Donc, patient RAS wild type avec côlon gauche, l'anti-EGFR en première lignée, c'est meilleur que l'anti-VEGFR. Pour les cancers du côlon droit, dans cette étude, l'anti-VEGFR était meilleur que l'anti-EGFR. Malheureusement, dans une étude presque similaire avec une molécule différente, le panitumumab, on a toujours dans les cancers coliques gauche, on doit toujours débuter par une chimiothérapie avec un anti-EGFR parce que c'est mieux qu'un anti-VEGF. Et pour les côlons droits qui ont un pronostic pire, peu importe quoi qu'on utilise, la survie, elle est la même. Donc, la conclusion, c'est ça la conclusion des traitements en fonction des races. Donc, patient race mutée, toujours chimiothérapie avec anti-VEGF en première lignée. Patient race wild type, côlon gauche, c'est une chimiothérapie avec anti-EGFR. Patient race wild type avec côlon droit, on peut faire soit chimio avec anti-VEGF ou chimiothérapie avec anti-EGFR. Donc, une troisième possibilité, ce sont les patients qui ont instabilité microsatellite. Comme Viviane nous a expliqué qu'un certain pourcentage de patients présentent une instabilité microsatellite. Et les patients qui ont une instabilité microsatellite,
ils ont un high tumor burden. High tumor burden, c'est-à-dire l'immunothérapie, elle agit très bien sur les patients qui ont un cancer avec un high tumor burden. Vous voyez que les cercles, ils sont presque superposables entre la présence d'un high tumor load et la présence d'une instabilité microsatellite. 3 molécules d'immunothérapie ont été approuvées dans l'utilisation pour ce type de cancer, les cancers colorectaux métastatiques avec une instabilité microsatellite. C'est le pembrolizumab, le nivolumab et la combinaison nivolumab-ipilimumab. Je voulais que vous appréciez ce type de slide dans les immunothérapies. Donc, pour les patients qui ont une instabilité microsatellite, donc c'est les patients en vert, les réponses sont durables. Ce n'est pas comme avec la chimiothérapie. Donc, les patients qui répondent ont une survie très prolongée. Maintenant, le trend, c'est de traiter les patients en instabilité microsatellite. Le standard, c'est en deuxième lignée, mais il y a beaucoup d'études pour faire passer l'immunothérapie pour ce type de cancer en première lignée. Pour les BRAF mutés, Rampik vous a dit que c'est des patients qui ont un pire pronostic, quel que soit le stade. Donc, quel que soit le stade, voici une étude de stade 1 à 4, 2 à 3. Les patients qui ont un BRAF muté ont un pronostic négatif. Donc, c'est des patients qui ont une survie médiocre. Comment on doit surpasser ce pronostic médiocre? On peut la surpasser en une première façon, c'est de faire une combinaison d'un triplet de chimiothérapie. Donc, une des façons, c'est de faire un triplet de chimiothérapie, donc d'utiliser le 5FU, l'oxaliplatine et le Campto en même temps. Et vous pouvez voir même avec un nombre de patients qui était faible que la médiane de survie, elle était de 24 mois, presque similaire à la médiane de survie des patients qui n'ont pas un BRAF muté. Donc ça, c'est un premier moyen. Un deuxième moyen, c'est de faire une inhibition des différents points de signalisation de la voie de l'EGFR. Donc, en inhibant le récepteur de l'EGFR, par le cetuximab par exemple, en inhibant le RAF par l'encorafenib par exemple, et en inhibant le MEK par le binimetinib par exemple. Et voici une étude qui montre que en utilisant un triplet de molécules sans chimiothérapie, seulement des thérapies ciblées qui bloquent la voie de signalisation de l'EGFR, un anti-EGFR, un anti-RAF et un anti-MEK, et on peut augmenter la survie de ces patients sans même donner de la chimiothérapie. Le dernier groupe de patients, c'est le groupe qui sont HER2 amplifiés. Donc, Dr Attan, il avait fait une étude nationale sur le HER2 amplifié dans les cancers de l'estomac. Et là, on est en train de soumettre la publication. C'est une étude nationale. Dr Attan, il est l'investigateur principal et le premier auteur de l'étude. Là aussi, dans les cancers colorectaux, les surexpressions du HER2, elle existe dans presque 2 à 5% des patients qui ont un cancer colorectal métastatique. Ces patients, ils peuvent bénéficier d'un traitement, comme pour les cancers du sein, une double inhibition du récepteur du HER2 sans donner de la chimiothérapie. Et voici l'expérience italienne avec le traitement anti-HER2. Vous pouvez voir que la majorité des patients ont une réponse quand on donne seulement un anti-HER2 et même si on ne donne pas de la chimiothérapie en deuxième lignée. Conclusion finale pour les thérapies ciblées dans le cancer du côlon et thérapies ciblées. On a trop de traitements actuellement pour les cancers colorectaux. 2, c'est qu'on doit faire une individualisation du traitement. Les patients qui ont un RAS muté microsatellite stable, il faut donner de la chimiothérapie avec un anti-VEGF. Pour les patients RAS wild type microsatellite stable, il faut regarder si le cancer il provient d'un côlon gauche ou d'un côlon droit. S'il s'agit d'un côlon gauche, il faut donner en première lignée une chimiothérapie avec anti-EGFR. Pour les côlons droits, il faut donner une chimiothérapie avec soit un anti-VEGF, soit un anti-EGFR. Probablement, c'est la même chose. Pour les patients qui ont une instabilité microsatellite, le traitement en deuxième lignée, c'est l'immunothérapie, mais ça va changer prochainement. Pour les patients qui ont un BRAF muté, si le patient peut le supporter en première lignée, on donne un triplet de traitement. Mais la voie de traitement, c'est de donner un traitement sans chimiothérapie en inhibant la voie de signalisation de l'EGFR.
Pour les patients HER2 positifs, on peut utiliser en deuxième lignée des thérapies anti-HER2 en doublé. Et merci. Merci Fadi. Donc, aperçu d'un problème très compliqué, mais simplifié grâce aux facultés et de Fadi Al-Karak. C'est très bien. Les questions vont être à la fin, mais on a la bonne nouvelle, c'est que Dr Hassan Chahtoura a pu récupérer ses slides et il va présenter le côté chirurgical. Oui, bonsoir. سامعيني؟ Oui, clair. اوكي والديابويات فول سكرين ايه؟ Très bien. Donc, sorry pour ce glitch. استعنا بالاورديناتور تبع جارتنا. Je vais parler du traitement chirurgical du cancer colorectal. Bon, c'est un grand sujet qui nécessite beaucoup de temps, donc j'ai choisi comme ça quelques points pour parler, surtout en me concentrant sur le cancer du rectum. Je voudrais remercier tout d'abord les organisateurs et saluer leur courage, parce que je dois avouer qu'avec les temps difficiles qu'on vit, j'ai du mal personnellement à faire une activité quotidienne. يعني l'activité chirurgicale العادية, que serait-ce de commencer une activité scientifique. Voilà, ça demande beaucoup de courage actuellement. Donc, pour ce qui est du traitement du cancer colorectal, je vais commencer par une évidence actuellement de par le monde, mais peut-être pas au Liban, c'est l'adoption de la colectomie laparoscopique pour le cancer du rectum. Dès la fin des années 90, début des années 2000, donc voilà bientôt plus que 20 ans, on a fait des études randomisées prospectives, notamment l'étude Color, que je vais appeler Color 1, puisqu'il y aura des suites, comme les films à succès, ainsi que l'étude britannique MRC classique. Donc ces études ont comparé la laparoscopie à la laparotomie pour le cancer du côlon. Et la décision était unanime. Actuellement, la laparoscopie, c'est le gold standard pour la résection du cancer du côlon. Actuellement, on n'accepte pas, je dirais, qu'une vésicule normale ou pas trop infectée soit opérée par voie ouverte. La laparoscopie, c'est la règle. Ça devrait être la même chose pour le cancer du côlon. Donc, la laparoscopie donne des résultats carcinologiques identiques avec moins de pertes sanguines, une reprise de transit plus précoce, avec raccourcissement de l'hospitalisation, moins de morbidité, moins d'abcès de paroi, moins d'éventration et bien sûr un meilleur résultat esthétique. Alors, quelques points sur la colectomie laparoscopique. Tout d'abord, s'il y a un bémol à la laparotomie laparoscopique, c'est surtout l'absence de pouvoir palper la tumeur. Et donc, le problème de localisation de la tumeur, malheureusement, on n'a pas Google Maps sur le côlon. Donc, je ne veux pas jeter la pierre à nos amis gastro-entérologues. Ils font, je sais, de leur mieux. Mais parfois, nous, on aimerait savoir si la tumeur est vraiment un haut rectum ou un sigmoïde ou un côlon descendant, un transverse gauche ou un transverse droit. Donc, il y a plusieurs moyens de faire une meilleure localisation, ou je dirais une localisation précise de la tumeur ou du polype au niveau du côlon. Pour ça, on peut avoir recours à la colonoscopie virtuelle ou le coloscan. On peut avoir recours au lavement barité. On peut avoir recours à la colonoscopie peropératoire. Malheureusement, ça pose le problème de l'insufflation et le côlon, une fois dilaté, devient plus difficile à manipuler. On peut faire un tatouage la veille de l'intervention, mais il y a un faible risque de perforation avec le tatouage et il y a un risque de dissémination du produit utilisé de sorte que ça devient moins précis. Alors, il y a une technique qui est innovante, je dirais, c'est le placement de clips fluorescents. Donc, la veille ou 2 jours avant l'opération, on place 4 clips autour de la tumeur, ce qui permet, durant l'opération, avec un scope spécial, de capter la fluorescence et de voir, comme on voit sur ces images, exactement où se trouve la lésion, même si c'est un tout petit polype. L'autre question classique
pour les cancers du côlon, est-ce qu'on doit préparer ou ne pas préparer le côlon, faire la purge ou ne pas la faire. Autrefois, c'était un dogme qu'il fallait travailler sur un côlon propre parce que c'est mieux, c'est moins d'infectieux, etc. Puis, on a versé à l'autre extrême, non, il ne faut pas préparer le côlon, les matières fécales, c'est mieux même pour la cicatrisation. Et le sujet est toujours débattu actuellement. Ainsi, des études toutes récentes que j'ai retrouvées, une finlandaise qui compare 200 patients dans chaque bras. Ils ont comparé des patients chez qui ils ont fait et une préparation colique et des antibiotiques préopératoires la veille de l'opération, la néomycine et le métronidazole, avec un deuxième groupe qui n'a rien eu, ni préparation colique, ni antibiotiques, et ils n'ont pas trouvé de différence dans les complications post-opératoires. A contrario, une autre étude espagnole avec un peu plus de patients a comparé non pas une préparation colique, mais le fait de donner des antibiotiques préopératoires au fait de ne pas les donner. Et là, on n'a pas eu les mêmes résultats que l'étude précédente. Le fait de donner des antibiotiques, ciprofloxacine et métronidazole la veille de l'opération, pendant 24 heures, a permis d'avoir moins d'infections du site opératoire. Tout ça pour vous dire que la décision finale revient aux chirurgiens et aussi aux patients. Il faut savoir que pour les patients, c'est un grand désagrément, cette préparation colique. Donc, quand on leur annonce avant la chirurgie qu'on ne va pas refaire une nouvelle préparation, ils s'en réjouissent. Le sujet principal de notre réunion, c'est le screening, et c'est ça le but, de faire un screening précoce. Et donc, on espère qu'avec ce screening précoce, un peu comme ce qui se passe au Japon et en Corée pour les cancers de l'estomac, on espère se retrouver avec ce qu'on appelle des very early rectal cancer. C'est quoi la définition d'un very early rectal cancer? On va fignoler les T1, T2, T3 classiques, surtout les T1, et on va subdiviser les T1 en T1A, qui sont les atteintes de la muqueuse M1, M2, M3, M1 étant l'atteinte in situ. Ensuite, on a le T1B, le clinical T1B, donc c'est le SM1, SM2, SM3. On considère que les M1, M2, M3, ainsi que le SM1, donc une atteinte inférieure à 1000 microns, ont un risque quasi nul d'avoir une atteinte ganglionnaire. Et donc, à condition que ce soit sur la biopsie des cellules bien ou moyennement différenciées, ces tumeurs peuvent être traitées par une résection locale sans curage ganglionnaire. Alors, pour la résection locale, bien sûr, les gastro-entérologues ont leur propre instrument, mais les chirurgiens aussi ont innové en s'inspirant un peu de la laparoscopie avec un seul trocar. Donc, on parle d'une chirurgie transanale minimally invasive, qu'on appelle TEM ou TAMIS. Tout se base sur ce trocar qu'on voit dans la photo. Donc, il y a une partie qui fait à peu près 4 cm de diamètre qu'on va insérer dans l'anus, puis sur laquelle va venir une sorte de gel, avec dans ce gel 3 trocars, un trocar pour l'optique et 2 trocars pour les instruments. Et donc, comme on voit dans la troisième photo, la photo de l'extrême droite, on va positionner au niveau de l'anus ce système. Bien sûr, dans ce cas, il faut faire une bonne préparation colique. On va insuffler du CO2 pour avoir de l'espace. Il faut faire une résection de toute l'épaisseur de la paroi rectale avec une marge de 1 cm. Il faut fermer le défect et il faut bien marquer la pièce qui a été enlevée pour l'orientation pour l'anapathe. Dans le cas où, à l'anapathe définitive, on a un envahissement plus important que prévu, c'est-à-dire un SM supérieur ou égal à 2, une mauvaise différenciation ou une atteinte lymphatique ou vasculaire, on va opter alors pour la chirurgie qui est la classique résection totale du mésorectum. Je vais parler donc de la résection du mésorectum par voie laparoscopique. C'est en 82, donc c'est relativement récent en chirurgie, que Hilt a parlé du mésorectum qu'il a appelé the holy plane. Donc c'est la lame porte-vaisseau du rectum, et pour faire un bon curage de la partie
moyenne et basse du rectum, il faut faire une résection complète du mésorectum. Voici un autre schéma. Si vous voyez, on a une angulation du rectum à partir du plancher des releveurs. Et c'est précisément le travail sur cette partie verticale du rectum, en dessous du plancher du releveur, qui est plus difficile à cause de la proximité des différents tissus et organes. Alors, après le succès de l'étude Color 1, on a fait l'étude Color 2, à peu près 10 ans plus tard. Donc, ça faisait 10 ans qu'on savait que la laparoscopie était bonne pour le cancer du côlon avant de passer au cancer du rectum. Parce que il faut vraiment une grande expérience dans la chirurgie colorectale pour faire la chirurgie rectale, surtout du moyen et du bas rectum par voie laparoscopique. Et comme pour la Color 1, pour le côlon, la laparoscopie a donné, pour la résection totale du mésorectum, a donné les mêmes résultats carcinologiques que la voie ouverte, avec bien sûr les mêmes avantages que pour le côlon. Pour pousser encore plus le fignolage, je dirais, et comme je vous ai expliqué, c'est que la difficulté réside dans la partie basse de la dissection. On a utilisé le même instrument qu'on a vu tout à l'heure pour la résection transanale, pour faire ce qu'on appelle la TATME, la transanale TME. C'est-à-dire qu'on va faire la dissection classique de haut en bas. Donc, si je reviens 2 diapos en arrière, la résection classique de haut en bas jusqu'au plancher des releveurs, et la dissection du bas, au lieu de la faire de haut en bas, on va partir du bas et disséquer vers le haut. Pour ça, on va mettre un rétracteur spécial, comme on voit sur la photo de gauche. On va inciser la paroi rectale 1 cm en dessous de la tumeur pour s'assurer d'avoir une bonne marge. On va faire un peu de dissection, fermer la lumière, puis mettre donc le même trocard que tout à l'heure, un optique et 2 instruments, et procéder encore une fois de bas en haut pour la dissection et rejoindre la dissection déjà faite auparavant de haut en bas. Après les Color 1 et Color 2, il était temps de passer au Color 3. Et donc le Color 3, qui est relativement récent puisqu'il date de moins que 10 ans, même à peu près 6-7 ans. Donc le Color 3 a cette fois comparé la résection laparoscopique du mésorectum à la TATME, donc à la résection transanale que je viens de décrire. Et leur but, c'était pas de prouver que la TATME était comparable, mais leur but était de prouver que la TATME était supérieure à la laparoscopie classique pour les cancers du moyen et du bas rectum. Et le endpoint principal, donc la conclusion principale, allait porter sur les marges de résection circonférentielle. Donc la TATME est supposée, selon cette étude, donner une meilleure marge circonférentielle que la laparoscopie classique. Cette étude, ces résultats sont toujours en cours, mais il y a déjà un bémol, puisque la technique de TATME qui était pratiquée en Norvège, l'équipe norvégienne ou les équipes norvégiennes qui faisaient cette étude n'étaient pas dans le cadre de la Color 3. Donc c'était vraiment c'était leur propre expérience. Mais en Norvège, au bout de plusieurs années de pratique de la TME, ils ont revu un peu sur plusieurs années des résultats et ils ont décidé d'arrêter tout court la pratique de la TATME parce qu'ils ont trouvé que cette technique donnait plus de fuite anastomotique avec beaucoup plus de récidives locales, et on sait que c'est le problème principal des cancers du rectum, et donc ils ont arrêté. L'étude Color 3 est toujours en cours, on attend les résultats. Enfin, un petit mot sur la chirurgie robotique. De plus en plus, avec la crise économique au Liban, pour nous, la chirurgie robotique va sembler une chirurgie de science-fiction, malheureusement, en espérant des jours meilleurs. Mais déjà, il faut savoir qu'en comparant la laparoscopie avec la chirurgie robotique pour la résection du mésorectum, c'est l'étude Rollard, on a trouvé que finalement, il n'y avait pas beaucoup d'avantages à la
pratique de la robotique par rapport à la chirurgie laparoscopique classique, ni en matière de complications post-opératoires, ni en matière de mortalité, ni même en matière de dysfonctionnement sexuel ou urinaire. Merci beaucoup. Merci Hassan pour cette présentation claire. Il nous reste une dizaine de minutes pour des questions. Docteur Khalil Hnain, vous pouvez aussi poser des questions parce que je suis en train de regarder, il y a la case chat, hein, donc on peut poser des questions de chez soi, ou bien vous pouvez directement nous poser une question à moi ou à Dr Khalil Hnain, on va trouver la bonne personne à répondre. Khalil, est-ce que tu as des questions? Moi, je voudrais demander au docteur Trak, Viviane, elle est avec nous? Oui. Viviane, Oui. Quand tu fais des lectures de l'âme, la recherche des microsatellites, de l'instabilité des microsatellites se fait systématiquement ou à la demande du médecin qui envoie les... Dans le cancer du côlon, nous faisons systématiquement l'analyse des protéines de mésappariement, donc MLH1, MSH2, MSH6 et PMS2 par immunohistochimie. Généralement, on le fait au moment de la biopsie, sauf exception. Et s'il y a un problème, donc s'il y a une perte d'expression de l'un ou de l'autre, de l'une ou de l'autre de ces protéines, on répète même sur la pièce opératoire. D'accord. Pour les conséquences thérapeutiques qui vont en découler, c'est pour ça que je... Bien sûr, pour la chimio et l'immunothérapie. Immunothérapie, acquis. Donc, Viviane, le MSI, il est souvent fréquemment high dans les formes non métastatiques. Hein? Oui. Donc, il y a cette différence entre non métastatique et métastatique. L'étude que tu as montrée sur ce qui a été fait à l'Hôtel Dieu, hein? Donc, on a trouvé un pourcentage de 20% et l'impression que c'est plus élevé des 4% d'habitude qu'on voit ou des 5% qu'on voit dans le côlon métastatique, c'est justement parce qu'on a inclus des formes précoces. En fait, oui, mais il y a des cas métastatiques. Je ne sais pas si vous voulez que je revienne à la diapo, mais les cas métastatiques ont montré, comme dans la littérature, moins de pourcentage de perte d'expression. Tout à fait. Donc, plus de MSS par rapport au MSI. D'accord. Donc, Fadil Karak, encore une question sur les malades de BIRAF avec cette étude triple blocage. Donc, est-ce que pour le futur, tu penses que ça va être la technique la plus utilisée qui n'utilise pas de la chimiothérapie free? Je pense que c'est l'avenir de traitement des patients BRAF mutés parce que vraiment la chimiothérapie, elle ne fonctionne pas bien et le pronostic, il est vraiment médiocre. Même, je vous ai montré l'étude d'un triplet de chimiothérapie, mais ça a été fait seulement chez une quinzaine de patients. Donc, je pense que l'avenir, c'est une thérapie ciblée hors chimiothérapie pour les patients BRAF mutés, exactement. Merci. Et Rampik, si tu es à l'écoute, donc, les tumeurs du côlon droit. Donc, est-ce que tu peux commenter concernant la fréquence des mutations encore? Oui, donc, comme on sait bien, oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, au niveau du côlon droit, certainement, on a plus de BRAF muté, on a plus de MSI positif. Et actuellement, on avait attribué le mauvais pronostic à la présence de BRAF, mais aussi si on enlève ces mutations BRAF, en lui-même, le côlon droit est de mauvais pronostic. Et en termes de race, on a plus de races mutées à droite et le HER2, il est plus fréquent à gauche. C'est ce qu'on a comme information actuelle. Pour Dr Chahtour Ghassan, le repérage de la lésion ou de la tumeur peut être fait effectivement en endoscopie. Si au cours de l'opération, vous avez souvent des difficultés, on peut s'entendre à faire un repérage en mettant surtout un clip. Je pense que c'est le clip qui va beaucoup plus que...
Oui, non, mais La ce qui est coloration. dans ça, quand j'ai vu un peu la question, c'est les clips fluorescents. C'est que c'est agréable et puis ça permet les clips qu'on pose d'habitude, que vous posez la veille, on fait un ASP tout de suite après parce qu'on craint que le lendemain, avec le transit, que le clip soit perdu. Donc là, ils mettent 4 gros clips qui coûtent vraiment une fortune, probablement, avec leur fluorescence et tout. Mais comme vous avez vu, ça permet vraiment de faciliter la vie aux chirurgiens. Bon, s'il n'y a plus de questions, donc encore pour les participants, les gens qui sont en train de nous écouter, donc vous avez toujours le moyen de lever la main ou de poser une question sur le chat icône. Sinon, en attendant, je vais remercier trois membres ou 3 entités. La première, c'est remercier la cellule de sollicitation des firmes pharmaceutiques. Donc, c'est grâce à elle qu'on a pu réaliser ce premier événement et grâce à elle qu'il va y avoir un agenda futur avec des événements à répétition et surtout saluer la présidente de la cellule, Dr Mirel Lahouri. Je pense qu'elle nous écoute. Et encore un remerciement au service de communication. Hein, c'est grâce à lui qu'on a eu cette technique et qui s'est occupé du côté logiciel. Et encore un remerciement aux firmes pharmaceutiques qui, par leur générosité, ont participé au sponsoring de cet événement. Khalil, si tu veux faire un dernier mot. Voilà, effectivement, un remerciement à tous les participants, comme tu l'as dit, à toutes les firmes pharmaceutiques. Et encore une fois, attirer l'attention sur l'importance du screening en matière de cancer du côlon, qui reste quand même le cancer numéro 2 responsable de décès. L'importance du screening est pour nous l'importance de faire des colonoscopies ou éventuellement des FIT qui sont des examens en fait anodins comme FIT test et impliquer toujours le malade dans le choix et la décision de ce dépistage. Voilà, je vous remercie et merci encore une fois Joseph et à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce merci Khalil, merci tout le monde, merci aux speakers. À propos de FIT, donc on a 150 FIT gratuitement offerts. Bientôt, on va parler de la procédure, comment faire profiter les gens qui nécessitent ce dépistage au FIT d'une façon gratuite à l'Hôtel Dieu. Donc la procédure est en train d'être préparée avec le docteur César Yari. Très bien, mais il faut aussi dire que le FIT coûte dans les 17 000 livres, donc voilà, c'est pas un examen cher, mais à condition, c'est-à-dire il faut pas que les gens se sentent protégés d'avoir fait un seul FIT. Donc il faut que ça soit vraiment un truc qui va se faire toutes les années. Sinon, il n'a aucun intérêt. Ça donne une fausse sécurité. Merci, Dr Slim. Et merci tout le monde. Et au prochain événement. Merci. Bye. Yeah.